Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le carnet noir. Mémoire du XXe siècle. Déjà paru. Jean-Pierre Côme, Algérie, Souvenirs d'ombre et de lumière, 2012. Claude Soubest, Une saison au Tchad, 2012. Paul Ollier, Algérie mon amour, 2012. Anita Nandriscudla, 20 ans en Sibérie. Souvenirs d'une vie, 2011. Gilbert Barbier, Souvenirs d'Allemagne, Journal d'un STO, 2011. Alexandre Nicolas, Sous le casque de l'armée, 2011. Dominique Camusso, 100 jours au front en 1915. Un sapeur du Quercy dans les tranchées de Champagne, 2011. Michel FRATISSIER, Jean Moulin ou la fabrique d'un héros, 2011. Joseph Prudon, Journal d'un soldat, 1914 à 1918. Recueil des misères de la Grande Guerre, 2010. Arlette LIPSZYCATTALI, Enquête de mon père, 2010. Roland Gaillon, L'Étoile et la Croix, de l'enfant juif traqué à l'adulte chrétien militant, 2010. Jean Gavard, Une jeunesse confisquée, 1940 à 1945, 2007. Lloyd Hulse, Le bon endroit, Mémoire de guerre d'un soldat américain, 1918 à 1919, 2007. Nathalie Philippe, Vie quotidienne en France occupée, Journaux de Maurice Delmotte, 1914 à 1918, 2007. Paul Guillaumat, Correspondance de guerre du général Guillaumat, 2006. Emmanuel Handrich, La résistance pourquoi, 2006. Norbert Bellange, Quand Vichy internait ses soldats juifs d'Algérie, Bedeau, Sud-Oranais, 1941 à 1943, 2005. Annie et Jacques Quérel, Un poilu raconte, 2005. Michel Fauquier, Itinéraire d'un jeune résistant français, 1942-1945, 2005. Michel Feldman. Le carnet noir. Un notable israélite à Paris sous l'occupation. 1er novembre 1942 au 12 octobre 1943. Préface de Béatrice Philippe. Professeur émérite des universités. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-96-849-3. EAN 9 782 296 968 493. À Suzon. Préface. Une lamentable cohorte d'aveugles se tirant par la main, et s'entraînant les uns les autres vers l'abîme. Établir un parallèle entre cette œuvre saisissante de Bruegel et la tragédie des Juifs français pendant les années terribles, serait réducteur. A fortiori qui peut s'imaginer qu'Edgar C. avocat estimé, en contact depuis son enfance avec la civilisation allemande, s'exprimant parfaitement dans la langue de Goethe, très au courant de la situation de ses coreligionnaires, attachés à la tradition juive ait pu être aveuglé et ne pas comprendre l'ampleur de la tragédie qui se déroulait sous ses yeux. Et pourtant les écrits de cet homme nous laissent pantois. De 1942 à son arrestation en octobre 1943, Edgar C. raconte sa vie au jour le jour. Il n'a pas quitté Paris, ni même son appartement en dépit de toutes les objurgations. Il tente de vivre comme si tout était comme avant, s'accommodant tant bien que mal des restrictions et des ennuis journaliers, se préoccupant beaucoup des conditions météorologiques, suivant des cours en auditeur libre à la Sorbonne, il a 70 ans, admirant l'éternelle beauté de la capitale. En somme, il balaie d'un coup de manche les soucis du moment, à un gros détail près. Une étoile jaune est cousue sur ses vêtements. Cependant, c'est là encore une conclusion réductrice. Edgar C. n'a oublié ni qui il était ni ce qui menace les siens. Il agit en s'investissant dans l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, association mise sur pied sur ordre de l'occupant. Quoi que l'on ait pu penser a posteriori de l'action de l'UGIF, lui s'y consacre corps et âme, pensant sans doute sauver ainsi de pauvres juifs de la misère totale. Il ne connaît guère de répit.
se rendant à l'hôpital Rothschild pour y apporter son réconfort à des vieillards hospitalisés en attente de déportation ou allant régulièrement sans état d'âme à la synagogue, inconscient du danger. Il s'évertue tant que faire se peut à mener une vie sociale, comme si de rien n'était, et évoque sans commentaire et sans colère les noms de ses amis absents ou partis. Était-il indifférent? Certainement pas. Était-il aveugle? Certainement pas. Pensait-il que paré de ses titres d'ancien combattant, de Français, il était au-dessus des interdits? Il était trop averti pour être si naïf. Peut-être contrairement aux aveugles de la fable, savait-il vers quoi il s'acheminait, mais sa dignité, son sens de l'honneur l'empêchait de laisser entreapercevoir ses propres terreurs? Le saurons-nous jamais? Sa petite-fille Michelle Feldman en a accepté le pari. Il lui revient le grand mérite d'avoir extirpé d'un placard où elle dormait depuis bientôt 70 ans ses précieuses mémoires, de les avoir publiées, d'y avoir adjoint en pensant aux jeunes générations, des repères historiques et de poser surtout les bonnes questions. Pouvons-nous aujourd'hui comprendre l'avocat Edgar C., né au XIXe siècle dans une famille juive alsacienne, élevée dans le respect de l'ordre, de la discipline, où la pudeur était considérée comme une vertu cardinale? Ce livre nous interpelle mais nous ne savons pas y répondre, parce qu'il est difficile de sonder les consciences et les cœurs, parce qu'il n'y a tout simplement pas de réponse unilatérale. Nous ne pouvons donc émettre que des hypothèses. Edgar C., homme d'ordre et de raison, a vu son univers s'écrouler, les valeurs de toute sa vie bafouées. Il n'a rien d'un aveugle, ni d'un autiste, il sait sans doute ce qui l'attend. Et alors? Il ne glose pas, il ne commente pas, il ne s'attendrit pas, il ne lance aucune imprécation car il lui est impossible d'expliquer l'indicible, l'inimaginable, l'irrationnel, le dément. Par ses silences et ses non-dits, ce témoignage est bouleversant. Béatrice Philippe, professeure émérite des universités. Jeunesse d'une recherche. Depuis des années était conservé dans les dossiers familiaux un journal intime tenu du 1er novembre 1942 au 12 octobre 1943 par mon grand-père, Henri Edgar C. Cette date du 12 octobre marque la veille du jour de son arrestation à Paris. Plus de 60 ans après sa mort en déportation, je me suis penché sur ces notes écrites pendant cette période de persécution. J'ai tenté de redonner vie à cet aïeul dont je n'ai qu'un souvenir très flou car j'étais trop jeune à l'époque et me suis efforcé de reconstituer la vie quotidienne de ce notable israélite parisien. Ce journal ne commence que le 1er novembre 1942, mais rien n'indique qu'il n'en ait pas tenu un précédemment. Il s'agit d'un petit carnet en moleskine noir à petits carreaux, où sont d'abord consignées des notes d'un voyage qu'il avait fait en Grèce en 1935. Sur la page de garde, on peut lire « Voyage en Grèce août 1935 au septembre 1935 », puis son nom, son adresse, ses titres professionnels, et enfin en dessous, « Journal 1er novembre 1942 ». Que de précision et quelle émotion lorsque l'on connaît la suite. Son écriture est régulière, facile à déchiffrer à quelques exceptions près, bien que dans les dernières pages, le trait paraisse beaucoup plus nerveux. J'ai retrouvé dans ce journal tenu pendant la guerre les mêmes notes brèves, la même concision et le même type de données sur les personnes rencontrées, essentiellement leur profession et leur nom de famille, que ce qu'il avait consigné dans son récit de voyage. Aucun sentiment personnel si ce n'est l'admiration pour les monuments, la nature et les paysages grecs. La deuxième partie de ce carnet se présente donc sous la forme d'un ensemble de notations rédigées jour après jour, portant aussi bien sur les difficultés de la vie quotidienne rencontrées à l'époque, que sur toutes les réglementations et interdictions sévères entravant la vie des Juifs, restreignant chaque jour un peu plus leur liberté en les faisant vivre sous la menace perpétuelle de l'arrestation et de la déportation. Chaque jour, et presque toujours en préambule, l'auteur s'intéresse au temps et à la température extérieure, ce qui jouait de toute évidence un grand rôle compte tenu des difficultés de chauffage qu'il évoque à diverses reprises, puis sont consignés les soucis de la vie inhérents à chaque citoyen juif et non juif, les événements nationaux et internationaux. Il lisait régulièrement Le Petit Parisien, ses activités personnelles, promenades, visites à des amis ou rencontres des apostrophes. Amis chez lui, courses indispensables, vie intellectuelle, cours à la Sorbonne, fréquentation d'une bibliothèque, et les restrictions supplémentaires qui lui sont imposées en tant que citoyen juif.
Malgré ce joug insupportable, l'auteur a continué à mener une vie aussi active que possible, a affirmé son judaïsme en le pratiquant régulièrement, présence hebdomadaire à l'office du vendredi soir et aux grandes fêtes, acceptant même de faire partie, comme on le lui avait demandé, du comité des délégués à Paris du consistoire central 1 ou d'accepter quelques tâches ponctuelles à l'Union générale des Israélites de France, UGIF2. Il s'y rend régulièrement, et j'ai pu relever très précisément dans son carnet les dates de ses déplacements. Il y occupe la fonction de contrôleur de gestion étant donné que certaines personnalités extérieures au Conseil pouvaient y être appelées à titre consultatif pour leurs compétences. Pour quelle raison a-t-il rédigé ces notes au cours d'une période où toute trace écrite pouvait le mettre en danger ? D'autant plus que dans les dernières pages, j'ai pu trouver certaines adresses d'amis proches ou de membres de la famille qui s'étaient réfugiés en zone libre, dont sa propre fille et ses 3 enfants dans l'Isère et son gendre entré dans la Résistance à Marseille, ce qu'il ignorait certainement. On peut supposer que juriste de formation, il aimait écrire et consigner ses diverses occupations. Ses notes rédigées quotidiennement, parfois en style télégraphique ou en abrégé, l'ont-elles aidé à survivre ? Voulait-il simplement noter l'écoulement du temps dans ces circonstances tragiques ? Souhaitait-il garder en mémoire et raconter par la suite comment il avait surmonté toutes ces épreuves ? Au cas où le pire surviendrait, voulait-il laisser une trace de ce qu'il avait vécu jour après jour ? Avait-il une volonté de transmettre ce qu'il avait supporté ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Néanmoins, avant d'évoquer plus précisément ses préoccupations durant les 11 mois et demi qui ont précédé son arrestation, je voudrais essayer d'esquisser un portrait de ce bourgeois parisien. Comment était-il et qui était-il ? Sur une photo prise à la campagne avant la guerre en compagnie de sa fille et de son gendre, il apparaît de taille moyenne, plutôt raide dans son maintien et très élégant. Son visage est sérieux, ses tempes légèrement dégarnies et sur cette photo sépia, on peut apercevoir l'ombre d'une moustache. Apparemment, il est toujours resté très soucieux de son apparence. Le 1er avril 1943, matin porté gabardine chez le teinturier, coiffeur et chez Madame Brunswick. Il allait très régulièrement chez le coiffeur, 2 fois par mois en moyenne, et même en pleine guerre, il note encore le 1er juin 1943, chez Bertheil 3 pour nettoyage chapeau chez le coiffeur et 17 rue Saint-Georges 4. Les arrestations individuelles continuent. En peu de mots, on retrouve ici quelques-unes de ses préoccupations, souci de ne pas déroger à son rang, élégance et sentiments religieux, et cette phrase est le reflet du ton général de son journal qui révèle une grande sécheresse apparente. Ne savait-il pas, ou ne voulait-il pas imaginer ? Ou était-il pudique ? C'est la question que je me poserai constamment en lisant ces notes laissées au cœur de la tourmente. Quel souvenir a-t-il laissé à ses petits-enfants ? Gentil, se souvient un de ses petits-fils qui vivait avec lui, mais dans certains milieux les grands-pères n'étaient-ils pas des messieurs importants, distants, préoccupés de leurs affaires et qu'il ne fallait surtout pas déranger ? Le monde des adultes d'alors était bien distinct de celui des enfants. Mais nous comprendrons peut-être mieux l'homme si nous remontons un peu sa lignée. 1. Confère. Quelques points de repère. 2. Hippidème. 3. Magasin de luxe situé place Saint-Augustin. 4. Oratoire rue Saint-Georges où se déroulait l'office, tant que la synagogue de la Victoire n'était pas remise en état. Chapitre 1. Origine de la famille C. Le patronyme C qui fut le sien témoigne de son origine lorraine. On prétend qu'il est emprunté à la rivière de la Seille, affluent de la Moselle. En 1500, l'ancien livre de la communauté de Metz révèle que certaines familles juives habitaient au bord de la Seille aux portes de cette ville. Certains actes notariés en hébreu mentionnent comme origine de la Seille, et cette expression se transformera ensuite au cours du XVIIIe siècle en Zé, Se et C1. Quoi qu'il en soit, la famille C s'installe en Alsace au début du XVIIIe siècle, à Bergheim, berceau de la lignée. Ainsi, lors du dénombrement des Juifs d'Alsace en 1784, on compte 8 familles portant le nom de C. L'un de ses membres, Rose C., est même célèbre dans toute l'Alsace pour son courage et sa piété filiale à l'époque de la Révolution française, en se dévouant afin de sauver son père d'une arrestation arbitraire. Le récit de cet événement est pieusement conservé dans les archives familiales.
À la suite de la loi du 28 septembre 1791 accordant la citoyenneté française à tous les Juifs de France, les Juifs alsaciens souvent cantonnés dans des localités rurales vont être tentés de se diriger vers des villes plus importantes. C'est ainsi que des membres de la famille C s'installent aux environs de Bergheim, puis surtout à Colmar à partir de la Restauration. L'ascension sociale extrêmement rapide et remarquable d'une partie de cette population s'amorce alors, produisant une longue lignée de notables alsaciens. Au cours du XIXe siècle, certains deviendront banquiers, médecins, professeurs d'université, d'autres embrasseront la carrière militaire. Léopold C, par exemple, né à Bergheim. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.